Bonjour à tous, messieurs les modérateurs, chers organisateurs, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui pour vous présenter ce topo sur les signes extracardiaques des amyloses à transthyrétine séniles ou sauvages et leur survenue dans le temps qui pourrait nous être une aide au diagnostic. Donc nous savons tous que les amyloses à transthyrétine séniles ou sauvages bénéficient d'une meilleure connaissance et une meilleure reconnaissance au cours des dernières années. Malgré tout, persiste un important retard diagnostique puisque plus de 20% des patients recourent à 5 praticiens différents avant de se voir poser le diagnostic d'amylose à transthyrétine sénile. On sait que les atteintes extracardiaques précèdent en général l'atteinte extracardiaque et on va essayer de détailler un peu ces informations. Dans un premier temps, voici les signes extracardiaques de l'amylose à transthyrétine en général que vous connaissez bien. Donc je pense qu'en consultation, on a tous tendance à rechercher la macroglossie qui est quand même relativement anecdotique dans les amyloses à transthyrétine sénile, et puis on va rechercher le classique canal carpien bilatéral, la sténose du canal lombaire. Puis il y a d'autres signes qui commencent à être décrits et qui peuvent être très intéressants, comme par exemple la rupture du tendon du biceps brachial, le syndrome de Dupuytren, le doigt à ressaut. On commence à comprendre pourquoi il faut parler particulièrement fort quand on voit en consultation un patient qui est suivi pour une amylose à transthyrétine sénile. Il y a très probablement un lien entre l'arthrose et nos patients. Et enfin, on va évoquer la question épineuse de la neuropathie périphérique. En ce qui concerne le délai d'apparition de ces symptômes, comme vous pouvez le voir dans cette étude qui est en cours de soumission et qui a été réalisée dans notre équipe, dans l'amylose à transthyrétine sénile comme dans l'amylose à transthyrétine héréditaire, les symptômes extracardiaques surviennent avant les symptômes cardiaques. Et en regardant le type d'atteinte extracardiaque, dans l'amylose à transthyrétine sénile, il y a une prédominance de symptômes tégumentaires et ORL. Toujours au sujet de leur délai d'apparition, dans l'amylose AL, vous voyez juste ici que la plupart des symptômes surviennent dans les 2 ans qui précèdent le diagnostic, contrairement à l'amylose à transthyrétine sénile, où la plupart des symptômes, qu'ils soient cardiaques ou extracardiaques, en particulier extracardiaques, surviennent en général plus de 5 ans avant le diagnostic d'atteinte cardiaque amyloïde. En comparant le pronostic des patients qui ont un délai d'apparition relativement long entre les premiers symptômes extracardiaques et les symptômes cardiaques, on a constaté qu'ils ont un bien meilleur pronostic que les patients qui ont un délai court d'apparition entre les symptômes extracardiaques et les symptômes cardiaques. Ce qui laisse peut-être penser que certaines amyloses à transthyrétine sénile évolueraient de manière rapide, peut-être fulgurante, et d'autres patients déposent la transthyrétine de manière beaucoup plus lente avec un bien meilleur pronostic. En détaillant maintenant les différents symptômes extracardiaques que vous connaissez, donc on va commencer par le classique syndrome du canal carpien, qui est le syndrome canalaire le plus fréquent en population générale. Il touche 3,1% de la population, avec une prédominance féminine, 2 femmes pour un homme, et un âge d'apparition en général entre 40 et 60 ans. Concernant l'amylose, le canal carpien dans l'amylose à transthyrétine, la prévalence est très variable en fonction des données de la littérature, allant de 20 à 54%. Pour le coup, il y a une prédominance plutôt masculine, et ça apparaît plus tardivement, plutôt autour de l'âge de 80 ans. Le délai entre les premiers symptômes de canal carpien et le diagnostic d'atteinte cardiaque amyloïde, c'est en moyenne 5,9 ans. L'étude de Milani permet de répondre à cette question-là, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et en ce qui concerne la question du pronostic, est-ce que c'est plus grave quand on a une amylose à transthyrétine sénile et un canal carpien? Les données ne sont pas très claires. Certains papiers disent que oui, c'est un surrisque de mortalité, d'autres disent que non. Puis au final, on peut se demander si ça ne dépendrait pas du délai d'apparition de ces symptômes avec ces formes qui apparaissent de manière rapide et qui seraient de moins bons pronostics, et d'autres qui qui se déposeraient plus lentement et qui accorderaient un meilleur pronostic aux patients. On voit dans cette étude que quand ils ont comparé les patients qui avaient une amylose cardiaque et un syndrome du canal carpien, quand les symptômes de canal carpien apparaissaient depuis moins de 2 ans, les patients étaient globalement plus hypertrophiés. Bon, je ne suis pas sûre que ça soit une question fondamentale. Et en ce qui concerne les dépôts de transthyrétine dans le canal carpien, Marc-Antoine répondra à cette question tout à l'heure bien plus précisément que moi. En ce qui concerne le canal lombaire, donc le canal lombaire étroit ou rétréci, c'est une hypertrophie du ligament jaune qui entraîne une sténose du canal lombaire et donc des symptômes neurologiques. Il y a eu beaucoup d'études qui ont recherché des dépôts d'amylose à transthyrétine dans le canal lombaire, et en général, dans la littérature, quand on fait de l'analyse histologique systématique des canaux lombaires, on retrouve en général à peu près 50% des dépôts de transthyrétine dans le ligament jaune. En ce qui concerne la prévalence maintenant du canal lombaire chez nos patients qui sont suivis pour des amyloses à transthyrétine sénile, on retrouve dans la littérature à peu près 14% des patients. Et quand on regarde dans les canaux lombaires qui ont été analysés, on voit que quand les patients ont des dépôts de transthyrétine, le canal lombaire est globalement plus hypertrophié, le ligament jaune est globalement plus hypertrophié que chez les patients qui n'ont pas de dépôt de transthyrétine.
Ces dépôts de transthyrétine dans le canal lombaire peuvent se faire à tous les étages, mais avec une nette prédominance au niveau du canal lombaire, mais on peut trouver aussi au niveau du canal cervical ou du canal thoracique. La rupture spontanée du tendon du biceps brachial, autrement appelé le signe de Popeye, pour ça il faut le rechercher puisque ça ne se voit pas forcément tout de suite, et donc il faut demander aux patients de faire une flexion contre résistance de ses bras. La prévalence en population générale n'est pas très élevée, un patient sur 1000. Dans l'amylose à transthyrétine, pour le coup, la prévalence de symptômes est relativement plus élevée, 33% de nos patients, en général de manière unilatérale sur le bras dominant, mais 9 patients dans cette étude avaient une atteinte qui était bilatérale. Et dans le groupe contrôle, la prévalence était beaucoup plus faible. En ce qui concerne son délai d'apparition, c'était en moyenne 5 ans avant le diagnostic d'atteinte cardiaque. Le syndrome de Dupuytren et le doigt à ressaut, j'ai été assez surprise de trouver peu ou pas de littérature sur le sujet. Donc, pour rappel, le syndrome de Dupuytren, c'est un épaississement et un raccourcissement au niveau du fascia palmaire qui entraîne une flexion irréductible des doigts. Ce qui concerne l'étiologie, nos collègues chirurgiens orthopédiques ne savent pas bien. Certains supposent une possible origine familiale, mais qui n'a jamais été génétiquement prouvée. La prévalence est de 3 à 5% en population générale, avec un ratio 5 hommes pour une femme, et une prévalence qui augmente avec l'âge. Ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on connaît de l'amylose à transthyrétine sénile. Facteurs favorisants, c'est l'alcool, le diabète, l'hypercholestérolémie. Mais encore une fois, je n'ai trouvé aucune étude sur le syndrome de Dupuytren dans l'amylose à transthyrétine sénile, alors qu'on en voit beaucoup chez nos patients en consultation. Concernant le doigt à ressaut, c'est un nodule sur le tendon fléchisseur du doigt qui entraîne un ressaut lorsque ce nodule passe au niveau de la poulie de réflexion. Ça rappelle des vagues souvenirs d'anatomie de la main quand on était plus jeune. Les facteurs favorisants connus, c'est certaines maladies professionnelles avec des mouvements répétitifs, le diabète, et puis on évoque aussi dans la littérature des causes secondaires, infiltratives, peut-être l'amylose. Il y a une étude histologique qui s'est amusée à regarder les dépôts d'amylose à l'intérieur de ces nodules sur les tendons fléchisseurs et qui ont retrouvé 11 dépôts d'amylose chez 47 patients au total. Et ces dépôts n'étaient pas typables. Je pense qu'il va falloir plus d'études et ça tombe bien puisque la Cleveland Clinic est en cours d'études, en cours d'inclusion pour une étude qui évaluera le screening de l'amylose cardiaque chez les patients qui sont traités pour un doigt à ressaut, ou en tout cas une symptomatologie de doigt à ressaut. Donc on aura probablement les résultats dans les mois ou les années qui viennent. En ce qui concerne l'atteinte ostéo-articulaire, nos collègues rhumatologues savent depuis un certain temps qu'il y a très probablement un lien entre amylose à transthyrétine ou dépôt de transthyrétine et ostéoarthrose évoluée, puisque la transthyrétine se dépose préférentiellement dans les ligaments, les tendons et les cartilages. Et ce que vous pouvez voir dans cette étude, c'est qu'ils ont regardé des biopsies ostéo-articulaires de patients jeunes qui avaient une arthrose pas du tout très peu évoluée et qu'on ne retrouve ni dépôt congophiles ni dépôt de transthyrétine. Et en fait, plus l'arthrose est évoluée, plus on retrouve des dépôts congophiles et plus on retrouve des dépôts de transthyrétine. Donc il y a très probablement un lien et il est possible que la transthyrétine favorise une ostéoarthrose évoluée. Prenons maintenant la question dans l'autre sens et en regardant le pourcentage de patients qui ont des prothèses totales de hanche ou de genoux parmi nos populations d'amylose à transthyrétine en général, il y a cette étude qui a étudié 313 patients avec une large proportion d'amylose à transthyrétine, mais aussi quelques patients avec des amyloses AL. Et on se rend compte que l'amylose à transthyrétine, le risque relatif d'avoir une prothèse totale de hanche ou de genou est plus important quand on a une amylose à transthyrétine et qu'il n'y a pas de ce risque quand on a une amylose AL. Ce qui est intéressant, c'est que ces patients n'avaient pas les facteurs de risque classiques d'arthrose évoluée comme l'obésité ou le diabète. Et donc, il y a très probablement effectivement une responsabilité de la transthyrétine dans cette arthrose évoluée. En moyenne, la prothèse totale de hanche ou de genou était implantée 7 ans avant le diagnostic. Donc, on peut se demander, un peu comme dans la sténose aortique, au final, qui est responsable de quoi. Marc-Antoine pourra répondre tout à l'heure à cette question dans son topo. La surdité maintenant, donc on a tous constaté qu'il fallait parler particulièrement fort en consultation. On a demandé à nos ORL à Mondor de screener nos patients et de les évaluer. Ils ont vu 16 de nos patients porteurs d'amylose à transthyrétine sénile. Ils ont constaté que 100% de nos patients avaient une perte auditive importante et plus importante que celle qui était attendue pour l'âge. D'autre part, le profil auditif est un peu particulier puisqu'il y a une perte de l'acuité auditive sur toutes les fréquences et pas uniquement sur les fréquences aiguës comme dans la presbyacousie avec une importante gêne pour leur qualité de vie puisqu'ils avaient des troubles de la discrimination importants. Le délai d'apparition de ces symptômes, c'était en moyenne 8 ans avant le diagnostic d'atteinte cardiaque.
Et maintenant, la question de la neuropathie périphérique, qui est assez complexe, puisque je pense qu'on a tous en consultation des patients qui ont une amylose à transthyrétine sénile ou sauvage et qui se plaignent de symptomatologie de neuropathie périphérique. J'ai trouvé une étude dans la littérature, une méthodologie que j'ai pas tout à fait, qui est discutable, je pense. Un premier groupe de patients avec une amylose à transthyrétine sénile, dans lequel ils décrivent 30% de patients qui se plaignaient de symptômes de neuropathie périphérique, mais avec un certain nombre de facteurs confondants, et c'est en général ce que les neurologues nous disent, pas mal de diabète, le canal lombaire, des gammapathies monoclonales. Puis un deuxième groupe plus spécifique de 12 patients avec une amylose à transthyrétine sénile qu'ils ont biopsié, à qui ils ont réalisé des électromyogrammes. Et puis en fait, leur conclusion, c'est qu'il y a aussi des facteurs favorisants, donc en fait, on ne sait pas très bien. Ce qui est certain, c'est que dans notre centre, on a réalisé du pseudoscan systématique chez 62 de nos patients suivis pour une amylose à transthyrétine sénile et qu'on se rend compte qu'il y a des arguments pour une vraie neuropathie des petites fibres et possiblement une responsabilité de la transthyrétine, mais il faudra réaliser plus d'investigations à l'avenir. Donc vous avez maintenant le tableau complet des signes extracardiaques de l'amylose à transthyrétine sénile. En refaisant un petit récapitulatif des apparitions, du délai d'apparition de ces symptômes, on a l'impression que la surdité arrive dans un premier temps, suivie par le canal carpien, le canal lombaire étroit, l'atteinte ostéo-articulaire qui mène fréquemment à des chirurgies orthopédiques avec l'implantation de prothèses, la rupture du tendon du biceps brachial étant le dernier symptôme à apparaître. Donc maintenant, si vous vous retrouvez coincé dans un ascenseur un jour avec un rhumatologue, un chirurgien orthopédique, un gériatre et un ORL, je pense que vous avez trouvé votre sujet de discussion. Enfin, pour finir, la dernière question était quand même de savoir si toutes les amyloses à transthyrétine se ressemblent et s'il n'y a pas des patients qui nous échappent. La réponse est oui, bien sûr, comme partout en médecine. Donc, je vous présente ce cas d'un monsieur de 70 ans qui n'avait pas d'antécédent, qui est originaire de France, qui a consulté depuis le 2010 en fait, pour des syncopes à l'orthostatisme avec un premier bilan cardiologique en 2010 normal. La persistance des syncopes en 2015, à ce moment-là, on découvre sur son électrocardiogramme de repos une FA lente. On suspecte une maladie rythmique de l'oreillette. Il est implanté d'un pacemaker. Malheureusement, les syncopes persistent au point qu'il est obligé de porter un casque pour éviter les traumatismes crâniens répétés qu'il mène aux urgences tous les 4 matins. Il réalise à ce moment-là un bilan neurologique qui est complètement normal. Il fait une longue hospitalisation pour bilan d'hypotension orthostatique. Il n'y a pas de facteurs confondants, pas de diabète, pas de Parkinson, pas de médicaments favorisants. Puis un jour, il y a une écho qui est faite et qui retrouve un myocarde pas particulièrement hypertrophié, un petit peu, mais avec un franc strain en cocarde, et donc il nous est adressé pour bilan d'amylose. Nous, d'un point de vue clinique, ce qu'on constate, c'est qu'il a une vraie atteinte inguéale avec un délitement du lien inguéal sur certains doigts. On initie un bilan d'amylose. La scintigraphie HMDP et DPD ne retrouvent pas d'hyperfixation myocardique. Il n'a pas de gammapathie monoclonale. On était franchement parti sur une amyloselle, même si très atypique, avec des symptômes qui existaient depuis quasiment 10 ans. La biopsie des glandes salivaires ne retrouvait pas de dépôt amyloïde. On a été jusqu'à la biopsie endomyocardique et elle nous a répondu amylose. Sur l'immunohistochimie et l'immunofluorescence, on a eu beaucoup de mal à répondre à la question. On savait juste que les dépôts étaient de localisation vasculaire, donc on était vraiment prêt à lancer la chimiothérapie pour une amylose à elle. Puis finalement, la protéomique nous a répondu transthyrétine. En le génotypant, le génotype était négatif. C'est donc une amylose à transthyrétine sénile avec une présentation très atypique, très dysautonomique, très en faveur d'une amylose à elle. Aucun signe d'extracardiaque. Parfois, c'est trompeur. Il est aujourd'hui traité pour sa maladie. Donc en résumé, l'amylose à transthyrétine sénile est une maladie systémique, tout comme l'amylose à elle. Probablement qu'on se pose moins la question des atteintes extracardiaques dans l'amylose à transthyrétine sénile que dans l'amylose à elle. Pourtant, elles sont une vraie aide au diagnostic. Probablement que leur délai d'apparition conditionne aussi le pronostic des patients et donc il faut faire un vrai bilan. Puis d'autre part, ce que ça nous montre aussi, c'est que les patients qui sont suivis pour une amylose à transthyrétine sénile nécessitent une prise en charge multidisciplinaire pour améliorer leur qualité de vie. Tous ces signes extracardiaques sont le sujet d'une fragilité dont vous parlera Amaury juste après moi. Et il existe malgré tout des cas atypiques qui nécessitent d'être une grande vigilance et de ne pas passer à côté parce que tous les patients ne se ressemblent pas, bien heureusement. Je vous remercie pour votre attention.